L'air comprimé, c'est un peu le nerf de la guerre dans l'industrie. C'est essentiel, oui, mais c'est aussi une des énergies les plus chères. Et le pire, c'est qu'une bonne partie de ce coût, s'échappe, littéralement, dans l'air. Ce sont les fuites, souvent ignorées. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut traquer ce gaspillage et le transformer en vraies économies. Alors, la question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que le réseau d'air comprimé ne serait pas un peu une passoire? On connaît bien ce petit sifflement qu'on entend parfois dans l'atelier. Eh bien, ce n'est pas juste un bruit de fond. Non, non. C'est le son de l'énergie, de l'argent qui s'évapore. Allez, aujourd'hui on met le casque et on part à la chasse. Voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi une fuite, c'est un vrai ennemi invisible. Juste après, on passe à l'action, comment on mesure le problème, où on cherche, avec quels outils, et surtout, comment on met en place un plan qui dure. Allez, c'est parti. Ok, on attaque tout de suite avec le cœur du sujet. Il faut bien comprendre qu'avant même de penser à changer un compresseur ou à optimiser la production, il y a un truc absolument prioritaire. S'attaquer à tout ce qui est perdu pour rien. Le raisonnement est tout bête en fait. Pour garder la pression dans un réseau qui fuit, le compresseur il est obligé de tourner, et de consommer de l'électricité, pour rien. C'est du gaspillage à l'état pur. Vouloir optimiser un système sans colmater les fuites, c'est un peu comme essayer de remplir une baignoire alors qu'on a oublié de mettre le bouchon. Ça n'a aucun sens. Il faut d'abord stopper l'hémorragie. Bon, avant de sortir la loupe pour chercher la moindre petite fuite, il y a une question primordiale, c'est quoi l'ampleur des dégâts? De quel volume de perte est-ce qu'on parle? C'est crucial de savoir ça pour justifier les actions à venir et pour pouvoir mesurer les gains plus tard. Et la méthode, en fait, est super simple. Il suffit de profiter d'un moment où l'usine ne tourne pas, un week-end par exemple. Là, on arrête tout ce qui consomme de l'air comprimé. Normalement, le réseau devrait être parfaitement étanche. Donc si le compresseur se met quand même en route, c'est qu'il y a un souci. Il ne tourne que pour compenser les fuites. En mesurant combien de temps il marche et combien de temps il s'arrête, on peut calculer de manière très précise le débit total de toutes ces fuites. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Pas d'équipement ultra sophistiqué. L'outil pour faire cette première mesure, il est déjà là, sur place. C'est le compresseur lui-même. C'est la machine qui va nous dire à quel point le réseau est percé. C'est vraiment une approche pragmatique, accessible à tout le monde. Ok, maintenant on a un chiffre. On sait combien d'air on perd. La chasse peut vraiment commencer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas chercher à l'aveugle. Les fuites, elles ont leurs petites habitudes, elles n'apparaissent pas au hasard. L'expérience de terrain montre qu'il y a des zones bien plus probables que d'autres. Et là, attention, voici la règle d'or à retenir, c'est vraiment le chiffre clé. L'expérience montre qu'environ 70% de toutes les fuites se trouvent en fin de ligne. C'est énorme, pas dans les grosses canalisations principales, non, mais vraiment tout au bout, là où l'air est utilisé. C'est une info capitale, parce que ça veut dire qu'on peut concentrer les efforts là où ça va payer le plus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire fin de ligne? Eh bien, ce sont les derniers mètres du réseau. On parle par exemple des raccords rapides des outils pneumatiques, ceux qu'on branche et débranche tout le temps et qui finissent par s'user. Ça peut être les flexibles qui deviennent poreux ou qui craquent. Ça peut être les descentes rigides qui alimentent les postes de travail, ou même les petites vannes manuelles qui ne ferment plus parfaitement. Bref, c'est par là qu'il faut commencer l'inspection, c'est la zone prioritaire. Alors attention, il y a quand même une exception importante à cette règle des 70%. Ça concerne surtout les installations un peu anciennes. À l'époque, pour l'étanchéité des tuyaux principaux, on utilisait parfois de la filasse de chanvre. L'air à l'époque était humide, donc le chanvre gonflait et tout était étanche, c'était parfait. Sauf qu'aujourd'hui, l'air qu'on envoie dans les réseaux est traité, il est sec. Et ce chanvre, il sèche, il se rétracte et là ça peut créer des fuites assez importantes sur tout le réseau principal. C'est un point de vigilance à avoir sur les sites plus anciens. Ok, on sait où chercher. Maintenant, la question c'est avec quoi? Quels sont les outils du parfait chasseur de fuite? En gros, il y a deux grandes écoles. D'un côté, la méthode de grand-mère, si on veut, l'eau savonneuse ou un spray détecteur. On pulvérise sur un raccord suspect et si ça fait des bulles, bingo, on a trouvé la fuite. C'est simple, c'est visuel et ça marche super bien. De l'autre côté, on a l'approche plus moderne, le détecteur à ultrasons. En fait, une fuite d'air, ça produit des ultrasons que l'oreille humaine n'entend pas. Cet appareil, lui, il les capte. Ça permet de trouver une fuite à distance, même s'il y a plein de bruit autour ou si la zone est difficile d'accès. En réalité, les deux méthodes ne s'opposent pas, elles sont même très complémentaires. Bon, réparer les fuites une par une, c'est déjà un excellent début. Mais pour vraiment faire des économies qui durent, il faut voir un peu plus loin, avoir une approche globale du système. La chasse aux fuites, ça doit faire partie d'un plan de contrôle bien plus large. Parce qu'au-delà des trous dans les tuyaux, il y a d'autres points critiques à vérifier. D'abord, la tuyauterie principale. Est-ce qu'il n'y a pas des coudes trop serrés, des sections trop petites qui freinent l'air et créent des pertes de charge? Ensuite, le système de traitement de l'air. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que la qualité de l'air est bonne? Et enfin, le cœur du réacteur, la station de compression elle-même. Est-ce qu'elle respire bien? Est-ce qu'elle est bien refroidie? Est-ce que son pilotage est optimisé? C'est vraiment la somme de tout ça qui va garantir une performance au top. Il y a une phrase qui résume bien tout ça.
Une analyse complète nécessite de relever les fuites sur toute la période de mesurage. C'est essentiel de comprendre ça. Ça nous rappelle que l'optimisation, ce n'est pas un one-shot. Une analyse sérieuse, ça demande un suivi dans le temps. Le niveau des fuites peut changer, de nouvelles peuvent apparaître. En faire un point de contrôle régulier, c'est la seule façon de s'assurer que les économies qu'on fait aujourd'hui ne seront pas déjà perdues demain. Et voilà, on a maintenant toutes les clés en main pour transformer un réseau d'air comprimé qui ressemble à une passoire en une véritable source d'économie d'énergie. La méthode est simple, les outils existent, la question n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais plutôt par où on commence. Alors, une fois dans l'atelier, il suffit de tendre l'oreille et de se demander quelle sera la toute première fuite à être réduite aussi